le natif de Madère. Oui, Cristiano Ronaldo a inscrit son 100e et son 101e but avec l'équipe du Portugal dans la Friends Arena de Solna. CR7, l'homme de tous les records, c'est le focus de ce soir. Et un appel superbe, le ballon magnifique pour Cristiano Ronaldo face à Isaacson. Et cet homme-là fait toujours la différence. Cristiano Ronaldo qui donne un bonheur absolu au Portugal. Les Portugais en route vers le Brésil grâce à leur génial numéro 7. Cristiano Ronaldo davantage dans l'histoire du football. Ce mardi, face à la Suède en Ligue des Nations, l'attaquant portugais a inscrit ses 100e et 101e buts en équipe nationale. Un doublé qui assure une victoire 2-0 au tenant du titre dans la Ligue. Attention parce que c'est à nouveau Cristiano Ronaldo qui va tenter sa chance et qui va marquer. Évidemment, avec lui ça marche. Évidemment ça passe. Évidemment qu'il marque. À 35 ans, le sociétaire de la Juventus de Turin est à 8 buts du record de buts en sélection, détenu par l'Iranien Ali Daei, auteur de 109 buts avec son pays. Ils se sont offerts le Brésil, grâce à lui, grâce au patron Cristiano Ronaldo. Battre des records n'est qu'un jeu d'enfant quand on s'appelle Cristiano Ronaldo. Travailleur infatigable et buteur sans état d'âme, l'ancien de Manchester United et du Real Madrid accumule les records depuis le début de sa carrière. Meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, de la sélection portugaise, de l'UEFA Champions League, co-meilleur buteur de l'histoire de l'Euro ou premier joueur de l'histoire à avoir inscrit au moins un triplé pendant 13 années consécutives, le quintuple Ballon d'Or a accompli l'inimaginable. Le natif de Madère dispose également d'un palmarès garni de plusieurs trophées majeurs remportés, aussi bien en club qu'en sélection. La Ligue des Champions, l'Euro, la Coupe du Monde des clubs ou la Ligue des Nations en poche, il ne lui manque que la Coupe du Monde pour compléter son riche palmarès. Au regard de son incroyable accomplissement, Cristiano Ronaldo doit-il être considéré comme le meilleur joueur de sa génération ? Alors, juste pour la petite info, comme par hasard, c'est également face à la Suède que Cristiano Ronaldo était parvenu en 2013 à égaler le record de Paoletta avec 47 buts en sélection portugaise. Et c'était en barrage retour du Mondial 2014. Vous le saviez ou pas? Si. Non, menteur. 3-2. 3-2 à l'issue de la rencontre. Un triplé de Ronaldo et en face, un doublé de Zlatan Ibrahimovic. Mais laissez-moi vous coller un peu de temps en temps. Oh, ça me ferait plaisir. Vous savez tout. C'est sa victime favorite aussi. C'est l'équipe nationale contre laquelle il a marqué le plus de buts, 7 buts. Absolument, absolument. Alors, vu son palmarès et ses records, Cristiano Ronaldo doit-il être considéré comme le meilleur footballeur de ces 20 dernières années? Vous allez utiliser les petites ardoises. Tiens, ça fait longtemps qu'on ne les a pas utilisées. Merci. Vous également à la maison, puisque c'est la question fil rouge de ce soir. On va lire vos commentaires dans un instant. Donc, est-ce que Cristiano Ronaldo doit être considéré comme le meilleur joueur de ces 20 dernières années? Si on regarde évidemment son palmarès et ses records. Si on regarde le physique aussi, pourquoi pas, mais bon. J'ai répondu surtout oui sur pour le physique. D'accord. Allez, on retourne les ardoises. Tout le monde dit oui, sauf Ballot non, et puis un tout petit non aussi pour Jean-Philippe. Allez, on commence avec vous. Yellow. Oui. Donc, il doit être considéré comme le meilleur joueur de ces 20 dernières années. Effectivement, mis à part le physique que j'apprécie énormément, il devrait être le meilleur joueur parce que pour moi, Cristiano Ronaldo, pendant ces 20 années-là, a été un challenger. On reconnaît un grand joueur par cela parce qu'il passe par différents clubs et dans les différents clubs, c'est un joueur qui arrive à s'imposer tant dans le club et il arrive à remporter plusieurs titres avec ces différents clubs-là et même en sélection. Donc pour moi, un grand joueur, c'est surtout ça. Ballot, vous avez dit non. Non, parce que Cristiano Ronaldo, certes, est un très grand athlète. Il a des qualités physiques, des qualités de buteur, mais il manque des qualités d'un réel passeur, de quelqu'un qui a une vision du jeu. Ça reste un grand, mais il n'est pas encore complet à mon sens.
à l'image d'un Lionel Messi qui paraît plus complet, qui se met plus au service du collectif que Cristiano Ronaldo. Donc pour ces raisons, pour moi, non. Vous êtes sûr de ce que vous dites, hein? Bien sûr, oui. Ça ressemble à du fanatisme. Non, pas du tout, non, pas du tout. Allez, Jean-Philippe, à vous. Statistiquement parlant, oui, Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de ces 20 dernières années. Maintenant, le football, ce n'est pas que les buts, c'est également le ressenti qu'on a quand on voit un athlète sur le terrain. C'est vrai, il y a certains esthètes du football qui nous ont donné beaucoup plus de chaleur de par leur prestance sur l'aire de jeu que par le nombre de buts qu'ils marquent. Voilà, les 20 dernières années, ça englobe généralement la fin des carrières d'un Zinedine Zidane, d'un R9, d'un Luis Figo. Ce sont des garçons qui avaient cette classe quand ils étaient sur le terrain et qui donnaient l'envie de les regarder. Maintenant, aujourd'hui, le football a complètement évolué. Ce sont les statistiques qui permettent de faire une sorte de différence entre les différents athlètes. Et là, Cristiano Ronaldo a su se réinventer sur cet aspect-là. Ballot disait qu'il n'était pas un passeur, mais il faut noter que dans la première partie de sa carrière, à Manchester United, où il évoluait en qualité d'ailier, il était l'homme à tout faire pour un Wayne Rooney, pour un Van Nistelrooy. Absolument. Voilà, il faisait des passes. Et quand il est arrivé au Real Madrid, avec le challenge Lionel Messi, on a commencé à le comparer sur le nombre de buts qu'il fallait inscrire. Et c'est là où José Mourinho avait comme ça dit qu'il ferait de Cristiano Ronaldo le meilleur buteur du monde. Et Cristiano s'est réinventé. Et il partait des couloirs. Ensuite, il s'est retrouvé dans l'axe. Et cela lui a permis depuis quelques années déjà de battre des records. Donc pour moi, c'est un garçon qui est une véritable force de la nature, qui a beaucoup travaillé pour être à ce niveau-là. Et il mérite amplement cette distinction de meilleur joueur du monde de ces 20 dernières années. Voilà pourquoi j'ai mis un grand oui et un petit non à cause du petit côté esthète que Ballot a relevé. Ce joueur qui se met au service du collectif, qui participe au jeu, qui se donne également. Donc voilà, pour nuancer un peu les prestations de ce garçon ces dernières années. Merci beaucoup. À vous, Henri Jo. Pour moi, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur. On l'a vu avec plusieurs formations, comme l'a dit Yellow. Ballot me parlait tout de suite de collectif. Il se met au service du collectif, mais Ronaldo a réussi à se mettre au service de tous ces collectifs pour lesquels il a joué. Que ce soit en club, que ce soit en sélection. Sélection du Portugal, il a été exceptionnel avec ses partenaires du Sporting Lisbonne, en passant par Manchester United, Real de Madrid, aujourd'hui la Juventus de Turin. Ronaldo arrive à s'adapter à tous les systèmes de jeu. Donc moi, je dirais qu'un meilleur joueur, c'est celui-là. C'est celui-là qui est capable de jouer avec tout le monde. C'est celui-là qui est capable d'apporter quelque chose à n'importe quelle équipe. Et aussi ces 20 dernières années, quand on regarde au niveau de la constance, au niveau des statistiques, au niveau de tout ce qu'on peut vouloir d'un joueur dans une équipe, c'est Ronaldo, je dirais, le prototype de ce joueur. On va prendre un premier commentaire sur la page Facebook de la 3. On prendra le commentaire de Laurent Dassani qui n'est pas du tout d'accord avec nous. Il est plutôt d'accord avec Ballot qui dit non parce qu'il y a aussi un extraterrestre qui s'appelle Léo Messi. Si Lionel Messi n'était pas là, alors oui, on dirait que Cristiano Ronaldo était le meilleur joueur du monde. Il est difficile en tout cas de lui attribuer ce titre de meilleur de ces 20 dernières années. Un des meilleurs, évidemment, mais le meilleur, je ne crois pas. Alors justement, cette comparaison avec Léo Messi, elle revient toujours. On a préparé pour vous un petit tableau comparatif de leurs records et de leur palmarès. Voici ce que ça donne et c'est Dorgelès qui va vous le proposer. Ah ça, tiens, on va commencer d'abord avec le palmarès entre les deux. On va commencer d'abord par la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, 0. Messi, 0. Coupe continentale. Messi 0 avec la Copa América, Cristiano Ronaldo, Coupe continentale de l'Euro et la Ligue des Nations. 7 championnats pour Cristiano Ronaldo, 10 pour Messi, 6 coupes nationales, 6 Copa del Rey pour Messi, 5 coupes nationales pour Ronaldo, 2 coupes du Roi, une FA Cup, 2 coupes de la Ligue anglaise. Au niveau de la Ligue des Champions, Messi, 4 Ligues des Champions, Cristiano Ronaldo, 5, 4 avec le Real et puis une coupe avec Manchester United. Ligue Europa au niveau de Cristiano Ronaldo, 0, Messi 0, Super Coupe UEFA, Messi 3, Cristiano Ronaldo 3 avec le Real Madrid, Coupe du Monde des clubs 4 pour Cristiano Ronaldo avec le Real et puis nous avons 3 pour Léo Messi. Récompense individuelle, Messi 6 ballons d'or, Cristiano Ronaldo 5 ballons d'or. Bon, alors, commentaire déjà concernant donc, ce tableau de palmarès. Les deux joueurs, je dirais, se valent au niveau de ces différentes statistiques en ce qui concerne les titres qu'ils ont glanés tout au long de leur carrière. Mais ce que moi je veux relever, c'est que
Ronaldo l'a eu avec plusieurs clubs. Par contre, Messi, c'est avec le Barça. C'est là la différence entre les deux joueurs. Un joueur qui est capable de jouer avec n'importe quel système, n'importe quelle autre équipe, même avec l'équipe nationale qui, on le rappelle, n'a pas eu de grand nom par rapport, par exemple, à une équipe comme l'Argentine, qui a quand même rapporté quelque chose avec cette nation. Une coupe au niveau de l'Europe, je dirais l'Euro plus la Ligue des Nations, et à l'opposé, Messi, qui malgré l'existence ou bien la composition de cette équipe argentine avec de grands noms comme Agüero, comme Tevez, comme Higuaín, n'a remporté aucun trophée avec l'équipe de l'Argentine. Oui, déjà, il faut dire que ce sont deux monstres sacrés du football mondial. Et ce que j'apprécie chez ces deux-là, c'est qu'ils excellent de différentes manières. C'est-à-dire chacun a son style. Cristiano Ronaldo, c'est plus la détermination, la volonté. Lionel Messi, c'est la technicité, la finesse. Et j'aimerais revenir sur ce qu'Henri Joël a dit tout à l'heure. On a des joueurs comme Paolo Maldini, qui a évolué toute sa carrière au Milan AC, mais n'empêche que Paolo Maldini, aujourd'hui, est l'un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur de sa génération. Donc, il ne s'agit pas d'aller de club en club, mais il faut montrer sur la pelouse, à travers les performances, à travers l'influence dans le jeu, qu'on peut s'imposer. J'aimerais aussi revenir sur ce que Jean-Philippe a dit. Au niveau de Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est plus distingué, certes, par les buts, mais par sa capacité à éliminer. Son jeu a évolué au Real Madrid. C'est au Real Madrid qu'il était un peu plus collectif, qu'il joue un peu plus avec ses coéquipiers. Sinon, à Manchester United, c'était des passements de jambes, c'était des 1 contre 1. Ils aimaient beaucoup aller en débordement, aller provoquer les défenseurs. Au niveau de Manchester United, collectivement, c'était moins parlant qu'au Real Madrid. Non, Balo, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Au niveau de Manchester United, c'est vrai, il y avait Ronaldo qui était là, mais on n'oublie pas qu'il y avait Rooney. Avant même qu'il n'arrive, il y avait un certain Van Nistelrooy qui était au-dessus le front de l'attaque, qui était, je dirais, le patron de l'attaque de cette équipe de Manchester United. Et Ronaldo même souvent n'arrivait pas à jouer des matchs. Et il a fallu même un Sir Alex Ferguson pour transformer le jeu de Cristiano Ronaldo, qui au début était un joueur un peu plus fantasque avec des gris-gris. Mais avec l'entraîneur écossais, le jeu de Ronaldo s'est bonifié non seulement à Manchester United avant d'arriver au Real. Parce qu'il arrive au Real en tant qu'une grosse star du football mondial. Et on se souvient de ce transfert-là qui a fait parler presque tout le monde. Donc ne dis pas aujourd'hui que Ronaldo, déjà à Manchester United, non, collectivement, c'était bien là-bas avec Rooney, avec Guy Soumpac, avec les autres joueurs. D'ailleurs, la finale remportée face à l'équipe de Chelsea, c'est un collectif. C'est pas plutôt de façon individuelle que Manchester a remporté ce trophée. C'est plutôt le collectif de Manchester qui lui a permis de remporter ce trophée. D'accord, oui. Très bien, messieurs. Vous voulez peut-être arbitrer ce combat de... Non, on va passer plutôt au record. Au record, à présent. Tia. Cristiano Ronaldo, seul joueur de l'histoire du Real Madrid à avoir inscrit 61 buts en une saison 2014-2015. Premier joueur à avoir marqué lors des 6 classicos consécutifs. Premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer 10 buts contre un seul et même club, la Juventus de Turin. Meilleur buteur de l'histoire en phase de poule de la Ligue des Champions, 60 buts. Messi, meilleur buteur de l'histoire de la Liga avec 444 buts. Le plus jeune joueur à atteindre 100 matchs en Ligue des Champions. Le plus jeune joueur de l'histoire a réussi un hat-trick lors d'un Classico. Meilleur buteur du Classico avec 26 buts. D'accord. Avant de parler de ces records, on va prendre une nouvelle réaction sur la page Facebook de la 3. Il y a Blaise P qui dit oui, absolument. Il a tout prouvé. Il parle de Cristiano Ronaldo. Il a tout prouvé partout où il est passé. Chapeau à lui. D'accord. Allez, rapidement, concernant les records, Jean-Philippe. Ben, on ne cesse de le dire et on ne cessera pas de le dire. Pour nous, nous vivons la meilleure époque, à mon sens, du football et du football moderne, parce que ce sont deux monstres sacrés qui ont pulvérisé tous les records existants dans ce domaine. Il est très difficile aujourd'hui de les comparer. Moi-même, j'ai du mal même à imaginer l'un sans l'autre. Voilà. Ils se sont tellement, comme on le dit dans le jargon, usuel, challengés tout au long de leur carrière que c'est avec un pincement au cœur que nous sommes en train de les voir en train de petit à petit céder la place à la jeune génération menée par les Mbappé, les Haaland et autres. Ce sont vraiment deux grands joueurs. Moi, je ne veux même pas me risquer à essayer de leur trouver une ligne pour les séparer. Tant ils nous ont émerveillés, voilà, mais bon. Donc vous ne vous mouillez pas, quoi. Je ne me mouille pas concernant ces deux garçons. C'est bien, bravo, bravo. Ouais, bravo, le courage. Merci beaucoup. J'ai été arbitre. Alors, c'est vrai que sans Cristiano Ronaldo blessé, le Portugal a réussi à battre la Croatie 4-1 lors de la première journée de la Ligue des Nations. Cela suffit pour que certains pensent que le Portugal joue mieux sans Cristiano Ronaldo. Mais avec son doublé, mardi,
mardi, eh bien, les discours ont un peu changé. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que la sélection portugaise peut se passer de Cristiano Ronaldo? Nul n'est indispensable. Je pense qu'il va arriver un moment où il va devoir céder sa place. Derrière, il y a une génération qui est en train de monter en puissance avec les João Félix, tous ces garçons qui nous ont émerveillés lors de leur première sortie dans cette Ligue des Nations déjà et cette victoire très convaincante face à la Croatie. Mais il faut dire que tant qu'il sera présent, Cristiano Ronaldo, c'est un homme de challenge, c'est un homme qui veut battre les records. Et aujourd'hui, avec ce qu'il a réalisé, sachant qu'il n'est pas loin du record détenu par Ali Daei, c'est celui qui voudra continuer au moins pour inscrire son nom tout en haut de cette liste. Je pense que le Portugal a la chance d'avoir derrière cette génération qui est en train de monter en puissance et devant Cristiano Ronaldo qui passe à Agne et son expérience va tirer ces garçons-là vers le haut. C'est pour moi le meilleur attelage pour permettre à l'équipe du Portugal, pourquoi pas, de pouvoir rêver pour le Mondial 2022. On sait que c'est l'objectif ultime du garçon avant de raccrocher définitivement les crampons et il va se donner les moyens d'arriver le plus loin possible. Et rapidement, je n'enlève rien en la qualité de l'équipe qui a battu la Croatie récemment. Mais déjà, il faut reconnaître que l'équipe croate passe par de moments très, très difficiles actuellement. Mais on ne peut pas se baser sur un seul match, je dirais, pour dire que sans Cristiano Ronaldo, l'équipe portugaise peut mieux se porter. C'est vrai, il a été là pendant longtemps. À des moments, il n'était pas présent. Mais aujourd'hui, Cristiano, c'est un bonus. Et avec lui, l'équipe du Portugal est, je dirais, est mieux armée pour affronter n'importe quelle équipe au niveau du football mondial. D'accord, très bien. À vous de vous faire votre avis sur Cristiano Ronaldo, sur Léo Messi. Bon, ça, c'est un débat qui va continuer. Qui va continuer encore et encore. On va rester dans la Ligue des Nations, un résumé des matchs. On a bouclé la deuxième journée ce mardi. Eh bien, parlons un petit peu de quelques rencontres. On va voir les temps forts. On va commencer avec Danemark-Angleterre. Oui. Bon, ça s'est soldé par un 0-0 malheureusement. 1-0, oui, entre les hommes de Gareth Southgate et Kasper Schulman, le sélectionneur du Danemark. On voit donc déjà la première occasion pour cette équipe. Le centre et reprise de la tête. Une reprise qui s'envole, remise de la tête, une reprise qui s'envole totalement. Du côté du Danemark, on a été à l'initiative. Ils ont eu la première occasion, maintenant la deuxième, avec encore ce centre. Voilà, le ralenti, on revoit encore l'action. La reprise du joueur danois qui s'envole complètement, manque d'équilibre sur cette frappe. Les Anglais vont donc reprendre rapidement. Alors voilà, Harry Kane qui vient tenter de chipper ce ballon. Il le chippe d'ailleurs, il tente de mettre ce ballon au fond des filets. Beau sauvetage du défenseur danois sur sa ligne. On le voit, deux bonnes occasions pour le Danemark et pour l'Angleterre. Harry Kane tout de suite, cette faculté à rôder autour des défenses et récupérer les ballons. D'accord, très bien. Réaction rapidement, Jean-Philippe. C'est une opposition dont on attendait énormément. Les deux formations se sont neutralisées. Voilà, cette Ligue des Nations va tout simplement fermer sa parenthèse momentanée pour permettre aux différents athlètes de repartir dans leur club. C'était une opposition, on s'attendait sûrement à une victoire anglaise, mais les Danois ont su résister. Ça vous a étonné quand même que le Danemark tienne l'Angleterre en échec? Généralement, les Danois sont spécialistes dans ce genre d'exploits, entre guillemets. Ce sont des équipes qui... C'est une équipe plutôt qui sait faire déjouer les favoris de leurs oppositions. Donc, je pense simplement que pour les Anglais, ce n'est pas un si mauvais résultat. Ils se sont créés des opportunités. On vient de voir l'action de Harry Kane. Voilà, c'est peut-être l'effet de la fatigue, peut-être le début de saison. Les jeunes ne sont pas trop en jambes. Mais bon, on attendra la suite pour être mieux situé sur l'état de forme, surtout des freelances. Une autre rencontre, Belgique. La Belgique face à l'Islande. La Belgique qui s'est imposée 5-1. Ouais, 5-1, les Diables Rouges affrontaient l'Islande. Un match avec beaucoup de buts au King Bedouin Stadium. On commence rapidement à la 10e minute avec l'ouverture du score de l'Islande. Regardez ce lob, ce beau lob de Fridjonsson, Aaron Fridjonsson, sur une passe de Birkir Bjarnason qui réussit donc à lober le gardien de la Belgique. On enchaîne avec ce beau coup franc de Dries Mertens. Et derrière, Axel Witsel qui a suivi. La frappe est certes molle, mais réussit quand même à battre le gardien de l'Islande. L'égalisation donc de la Belgique. On revoit encore l'action. Axel Witsel qui se réjouit de ce but. On enchaîne encore avec cette équipe de la Belgique qui va prendre encore l'initiative du jeu et inscrire ce but magnifique avec encore Dries Mertens qui ressort bien le ballon. La frappe de Witsel s'est captée par le gardien de l'Islande et derrière qui a suivi Michy Batshuayi pour le deuxième but de la Belgique. On enchaîne avec Dries Mertens toujours. Beau crochet, frappe enchaînée de Dries Mertens. Ça permet à la Belgique encore d'inscrire ce nouveau but. La Belgique s'envole dans cette rencontre. On voit encore une autre action.
Ça repart rapidement, le centre millimétré, la magère de Michy Batshuayi sur cette action de la Belgique. On revoit encore comme il s'applique sur le centre et derrière, la magère, tranquillité, sans froid face au gardien de l'Islande. On repart toujours avec le dernier but et cette fois-ci c'est le chef-d'œuvre du Ghanéen Jérémy Doku, le Belge d'origine ghanéenne. On revoit encore la fixation, le dribble extérieur et la frappe enchaînée. Et il faut rappeler que Jérémy Doku a été formé à Anderlecht et comme je l'ai dit, il est né en Belgique de parents ghanéens. Très bien. Allez, réaction C'est rapidement. l'équipe en forme du moment de la Belgique. Victoire, je dirais, logique dans ce match. 71% de possession, 11 frappes cadrées sur 21. Et puis, à l'absence de Romelu Lukaku, c'est Michy Batshuayi qui a fait le show avec un doublé. Très bien. Allez, dernière rencontre dont on va parler. France-Croatie, 4-2 pour la France. Oui, 4-2 pour la France. C'était le remake de la dernière finale de la Coupe du Monde au Stade de France. On commence tambour battant pour cette équipe croate avec le premier but. But magnifique de Dejan Lovren, le défenseur du Zénith Saint-Pétersbourg, l'ancien de Liverpool. On voit comment il s'applique sur cette reprise. C'est limpide. On va reprendre du côté de l'équipe de France. 1-2 magnifique. À l'origine, Anthony Martial qui sert sur un fauteuil Antoine Griezmann. On revoit encore l'action, le 1-2. Bien joué, Martial. La spontanéité qui remet ce ballon pour Antoine Griezmann. Le but donc de l'équipe de France qui égalise. Encore une fois, on va repartir avec le centre. Anthony Martial encore qui reprend ce ballon. Et malheureusement, le gardien de la Croatie qui pousse ce ballon dans ses filets. On voit le ballon qui heurte dans un premier temps le poteau et qui va venir se rabattre sur la tête du gardien croate. Ça permet à l'équipe de France de s'envoler. L'équipe de Croatie n'entend pas se laisser faire, justement. Elle replique avec, regardez ce slalom, magnifique slalom de Josip Berkalo, l'attaquant de Wolfsburg. Regardez, dans de petits espaces, on aurait dit Lionel Messi, la reprise de Berkalo est superbe. Encore un corner d'Antoine Griezmann. Beau corner et Dayo Upamecano pour sa deuxième sélection qui inscrit son premier but. Regardez, il smash ce ballon. Ballon bien piqué pour l'équipe de France. Et regardez, la main de Brozovic pour un pénalty à la 77e minute d'Olivier Giroud qui va le transformer tranquillement. 40e but d'Olivier Giroud avec l'équipe de France. Sans froid, bon timing dans la frappe. Il prend à contre-pied donc le gardien croate. 4-2 pour l'équipe de France. Et c'est un score bis repetita de la finale de la Coupe du Monde 2018. 4-2 avec une équipe de Croatie qui marque contre son camp. Donc c'est à peu près ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde, de la finale de la Coupe du Monde 2018. Allez, réaction rapidement. Je pense déjà qu'il y a eu quelques événements dans cette opposition. La Croatie qui ne parvient toujours pas à battre la France. C'était la 7e opposition de ces deux nations. Et les Français ont encore réussi à ne pas perdre face aux Croates. Et Antoine Griezmann qui, après avoir tout simplement manqué les 3 derniers pénaltys qui lui ont été proposés même, en attaque de l'équipe de France, a laissé la place à Olivier Giroud pour transformer ce dernier pénalty. Les Français ont fait le show, entre guillemets, les champions du monde ont montré qu'ils étaient favoris dans cette compétition. Et ils ont assuré tout simplement durant cet intermède qui concernait les équipes nationales. D'accord. Finalement, Mbappé n'a pas manqué à cette équipe de France. Bon retour d'Anthony Martial qui avait manqué à cette équipe de France depuis longtemps. Et puis, le premier but de Upamecano pour sa deuxième sélection en équipe de France, je dirais que ce sont ces deux moments que moi j'ai retenus dans ce match. Très bien. Allez, on va parler maintenant basketball et NBA. Que s'est-il passé cette nuit lors des demi-finales de conférence? Les Lakers et Houston avec les Lakers en blanc dans ce match face aux Rockets qui sont en noir. Et au thème de ce match, ce sont les Lakers de LeBron James qui sont imposés 102-112, remportant ici le 3e match de la série. Tout en revoyant ces différentes actions et le panier de Russell Westbrook. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir On retient que le favori, c'est vrai, après avoir manqué le premier match, le match d'entrée est en train de remettre les choses à leur place avec 7 victoires de 10 points d'écart. Mais ils ont quand même souffert, surtout lors du 3e quart-temps, ils ont souffert avec le retour des Rockets, mais derrière, avec un LeBron James et un Anthony Davis. LeBron James, auteur de 36 points et Anthony Davis, auteur de 26 points.
Ouais, il faut dire que les Lakers ont dominé le troisième quart-temps et le quatrième quart-temps. Donc, c'est sur la fin que la victoire des Lakers s'est dessinée. Mais on l'a dit auparavant, les Lakers semblent aller vers une victoire finale face aux Rockets de Houston. D'accord. Hein, on rappelle donc Houston face aux Lakers, 102 à 112. Et puis, il y avait une autre rencontre tout aussi intéressante, Milwaukee face à Miami. Un très, très gros match. Il fallait pour l'équipe des Bucks de Milwaukee s'accrocher oui. pour continuer d'exister dans ces playoffs. Malheureusement, ils ont eu en face d'eux une équipe très, très déterminée de Miami qui finalement s'est imposée. Elle s'est imposée en 5 rencontres, je dirais 4-1 dans la série et qui sacre Miami, qui permet à Miami de décrocher la finale de la conférence Est. Et Miami attendra entre Toronto et l'équipe de Celtic. Mais quand même, il faut féliciter ces joueurs de Miami qui ont été très, très intéressants et qui vraiment ont arrivé à museler l'équipe. J'ai dirais les meilleurs joueurs des Bucks, notamment Bledsoe et puis l'autre Middleton. Exactement. Donc, 103 à 94. Miami s'est imposé et a décroché son ticket pour la finale. Exactement. Alors, autre information concernant Milwaukee, c'est Marvin Williams qu'on a eu en interview il n'y a pas très, très longtemps, qui raccroche définitivement les crampons. Il s'était engagé avec les Bucks dans l'espoir de remporter une bague qui manque, la seule bague qui manque à son palmarès. Au final, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant la retraite de NBA de Marvin Williams? Je dirais peut-être il a fait le mauvais choix de la franchise pour essayer d'accrocher cette bague, puisqu'on se rappelle, cette équipe de Milwaukee, la saison précédente, s'est arrêtée au niveau de la compétition en se faisant éliminer. Il était venu dans l'espoir de remporter ce titre. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Voilà, on lui souhaitera bonne chance pour sa retraite. Mais bon, c'est un peu ça aussi le sport. Bon, il a pris sa retraite de NBA. Est-ce qu'il peut rebondir ailleurs? Peut-être en Chine, en Europe, pourquoi pas? Peut-être en Europe où le basket commence à monter d'un niveau qui émerge. Donc peut-être dans un club européen. Mais bon, on attend de voir la décision qu'il va prendre Williams. D'accord. Et bien voilà, donc ça c'était notre point NBA, notre point play-off. Donc la prochaine rencontre... On a Toronto qui doit jouer contre le Celtic et puis Denver contre les Clippers. Voilà. Voilà, très bien. Donc, on vous tiendra informé. Allez, dernière séquence de l'émotion. Non, de l'émission. Dernière séquence de l'émission. On va tester un petit peu nos connaissances et on va savoir qui est le plus calé autour de la table.